Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous Bonsoir. ce soir. Bonjour Catherine pour ce webinaire. Bonsoir, Donc nous Romain. sommes avec Catherine Legros. Donc Catherine, vous êtes l'autrice du livre Enfants confiants, parents sereins, des clés pour une scolarité heureuse de l'école au lycée, que vous avez coécrit avec votre fils Jérémy. On va en parler de ce livre ce soir. Pour vous donner un petit peu le déroulé, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et durant cette heure, nous allons vous présenter l'ouvrage, vous partager des conseils utiles et des outils pratiques pour accompagner les enfants et les adolescents dans leur scolarité, donc que vous soyez parents, enseignants ou éducateurs. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet QR, questions-réponses, ou directement dans le chat. N'hésitez pas à intervenir, on prendra le temps d'y répondre. Alors, je mets juste en avant Catherine pour qu'on vous voit bien. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, comme ça, vous nous voyez un petit peu mieux. Et donc, je vais commencer par une petite introduction pour vous présenter le livre, on va dire du point de vue de l'éditeur. Donc déjà, pour commencer, c'est qu'on a eu la connaissance du projet via Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives. Il est également directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant de l'université Paris-Cité. Et c'est lui qui nous a présenté le projet de Catherine et qui a par ailleurs préfacé le livre. Donc nous, chez ESF, le projet nous a d'emblée semblé enthousiasmant parce que ce qui nous a tout de suite plu, c'est que l'approche de Catherine est à la fois déculpabilisante. Elle donne donc dans son livre des astuces, des exercices très concrets et qui fonctionnent vraiment. On vous en parlera plus précisément tout à l'heure. Et dans son livre, elle propose aux adultes de changer de posture par rapport à la pression de la scolarité. Elle nous apprend à ne pas se focaliser sur les notes, ni sur les erreurs et les échecs. Et elle partage des témoignages concrets donc d'élèves, et en particulier ceux de Jérémy, son fils, qui parle sans détour de son parcours, de ses difficultés scolaires, mais aussi de sa volonté et de sa ténacité, des voyages et des rencontres qui ont façonné sa vie. Donc, globalement, c'est un livre qui est utile aux parents, mais aussi aux enseignants qui sont désireux que leurs élèves retiennent mieux, soient plus concentrés. Pour l'anecdote, Sophie Couraud, qui est directrice des éditions ESF Sciences Humaines, elle me racontait qu'à titre personnel, le livre de Catherine, c'est vraiment celui qu'elle aurait adoré lire quand ses enfants étaient en âge scolaire, car son rôle de parent, justement, vis-à-vis des devoirs, c'était source de joie, mais souvent de stress, de dispute, ou d'évitement. Donc voilà, ce que la plupart des parents connaissent. Et donc, les conseils de Catherine, je trouve, font justement retomber la pression qui pèse sur les parents qui veulent le meilleur pour les enfants. Et cette pression, elle est aussi sur les enfants qui ne veulent pas forcément décevoir leurs parents. Donc, voilà, je ne peux que vous encourager à le lire s'il n'est pas déjà dans votre bibliothèque. Et donc, voilà, pour vous le montrer, je vous partage également dans le chat le lien vers notre site où vous pourrez donc le découvrir. Pour ces diverses raisons, donc, le projet de Catherine correspondait parfaitement à notre ligne éditoriale. Et donc, je voulais te dire, Catherine, qu'on était ravis d'avoir pu éditer Enfants confiants, parents sereins et de vous en parler à tous ce soir. Donc, pour commencer nos échanges, Catherine, je te propose de nous raconter d'abord un petit peu ton parcours. Ok. Bon, je vais être assez succincte parce que, comme vous le voyez, je ne suis plus toute jeune. Mais donc, en fait, moi, j'ai toujours voulu, je pense, pendant très longtemps, j'ai voulu être prof. Et puis, j'ai pas fait prof. Vous voyez, la magie de l'orientation. J'ai fait de l'expertise comptable et de la finance. J'ai eu quelques expériences professionnelles avant d'avoir mes enfants qui ont été très enrichissantes, mais tout le temps je me disais mais en fait c'est pas ça qui m'anime et je crois qu'au fond de moi, ma nature profonde, c'était vraiment d'enseigner ou en tout cas j'étais vraiment animée pour être avec les jeunes et même avec les adultes. Et donc, il y a 25 ans, et à l'époque c'était assez confidentiel, j'ai découvert Maria Montessori et je me suis formée à la pédagogie Montessori sur Paris avec l'Institut Montessori. J'ai enseigné sur Paris et puis ensuite on est arrivé, on a eu nos enfants et on est arrivé avec nos enfants sur Annecy. Et la vie a fait que j'ai continué à accompagner des jeunes, mais je n'ai pas poursuivi dans Montessori.
mais les choses m'ont rattrapée, déjà avec mes enfants, et puis parce que ça ne me quittait pas, et puis aussi peut-être parce que mon fils, donc l'aîné, s'est avéré avoir des troubles d'apprentissage, et donc il va avoir 30 ans cette année. Donc vous voyez, à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc on parlait déjà un peu de dyslexie, dysorthographie, de déficit d'attention, mais c'était encore plus sportif qu'aujourd'hui. Et j'ai continué à me former. Donc en fait, voilà, depuis ces 25 ans, je me suis formée. J'ai eu la chance d'aller au Canada. Je me suis formée aux intelligences multiples. Je me suis formée en gestion mentale, à la pédagogie Inuit aussi, qui est une contemporaine. Donc je vous rassure, tout ça, c'est un pulse qui s'imbrique super bien. Mais il y a une bonne quinzaine d'années, presque 20 ans maintenant, je suis repartie vers ce qui m'animait et j'ai commencé d'abord, en fait, je voulais accompagner des jeunes qui étaient en difficulté. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas supportable de voir tous ces enfants avec un sac de misère pour aller à l'école. Enfin, en tout cas, pas supportable. Je sentais que je pouvais faire quelque chose. Et puis, petit à petit, en fait, je m'étais dit aussi, si j'accompagne des jeunes, je pense que j'aimerais aussi aller vers les parents, vers les enseignants. Mais très vite, en fait, tout ça s'est imbriqué. Et j'ai accompagné d'abord des jeunes en individuel, après en classe. Je suis rentrée dans les établissements scolaires. J'accompagnais des jeunes par demi-classe, notamment des jeunes qui avaient des troubles d'apprentissage. Et maintenant, depuis 15 ans, en fait, j'interviens dans les classes entières, du CP jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, pour tous les élèves, avec la présence soit de l'enseignant en primaire, enfin, ou du professeur qui a cours à ce moment-là, donc à l'initiative des chefs d'établissement. Et je travaille avec eux sur le fonctionnement du cerveau, comment être nos deux choses essentielles, comment être attentif et actif quand on est en classe, sur la mémoire, sur la gestion du stress. Et c'est extrêmement gratifiant. Enfin, je vis des choses magnifiques parce qu'ils sont extrêmement reconnaissants, qu'on leur donne des pistes, qu'ils comprennent en fait qu'on a du pouvoir et comment on peut fonctionner. Et je forme aussi maintenant depuis 15 ans les enseignants aussi, et donc des conférences et des ateliers pour les parents. Donc je suis assez atypique en fait parce que j'interviens dans les trois directions. Et c'est vrai que j'ai une affection particulière pour nos jeunes, mais pour les adultes aussi, je vous rassure. Mais aussi parce que en fait, toutes ces formations, elles sont bien sûr essentielles, mais elles n'auraient pas de sens si je n'étais pas sur le terrain avec les jeunes. Et vraiment, c'est eux qui nous forment surtout, c'est eux aussi qui donnent le chemin pour d'autres, notamment les élèves qui réussissent bien, par exemple. Merci Catherine. Je me posais aussi la question pour expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre avec ton fils Ouais. Jérémy. Alors en fait, Jérémy, donc vous voyez ce parcours scolaire compliqué, donc je l'ai accompagné. J'ai évolué, quelquefois je lui dis j'aimerais bien, j'ai plus d'outils aujourd'hui. Il me dit t'inquiète pas maman, c'était déjà bien. Et en fait au lycée, en terminale, c'était vraiment compliqué l'ambiance de classe. Je pense qu'il saturait un petit peu et un jour il m'a dit mais en fait je voudrais passer mon bac en candidat libre, et est-ce que tu veux bien m'accompagner? Et là, je vous avoue qu'un petit temps de réflexion, et j'ai dit oui tout de suite parce que effectivement, je voyais qu'il était essoré. Je me sentais tout à fait capable. Je vous avoue que les gens autour de nous ont dit, ouh là là, mais vous êtes sûr que c'est pas une grossière erreur, que vous allez vous déchirer, et non, au contraire, en fait, je pense qu'on se connaissait bien et que moi, je sentais que vraiment, je pouvais l'accompagner en mettant du cadre et en même temps en lui apportant tout ce que je savais, mais aussi le contenu des matières aussi, hein. Et, en fait, concrètement, un jour, il était c'était un peu compliqué pour qu'il se motive. Et je lui ai dit, allez, on s'est tapé dans la main et on s'est dit, si tu as ton bac, donc tu as intérêt à l'avoir. Non, je lui ai pas mis la pression, mais on écrit un livre ensemble. Moi, je partagerai aux parents tout ce que je vis aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je faisais déjà les conférences, je formais aussi les enseignants. Et toi, tu témoigneras de ce que tu as vécu et de la réussite de ton bac, parce que tu vas avoir ton bac. Et donc, son témoignage, c'est vraiment quelque chose de très positif de ce qu'il a vécu de l'intérieur. Et qu'est-ce qui l'a aidé aussi, qu'est-ce qui l'a démotivé.
Et ça parle aux jeunes aussi parce que de nombreux lecteurs ou parents me disent que leurs ados l'ont lu et que ça leur a fait énormément de bien. Donc voilà un peu la petite histoire. Ça tombait, donc vous voyez, 18 ans, il va avoir 30 ans. On ne l'a pas fait tout de suite. Et puis le Covid est arrivé. Et puis on s'est dit, bah, c'est le bon moment. Et puis on y est allé. Et voilà, c'était un très beau partage émouvant. Et c'est ma fille qui fait les illustrations. Donc c'était très chouette à partager avec eux. C'est super et en plus, bah, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce qui fait la force du livre et ce pourquoi voilà, on a eu le coup de cœur pour ce texte chez ESF. Comment est-ce que, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on Ouais. explique à un enfant ou un adolescent comment fonctionne son cerveau? Alors, en tout cas, simplement, hein, puisque moi, je ne suis ni scientifique ni médecin. Par contre, ce que je vais vous partager, c'est extrêmement important. Ils sont extrêmement reconnaissants. En fait, c'est de leur dire simplement que, ben, moi, je leur pose la question, dans quelle partie on réfléchit, on arrive à prendre du recul, on gère ses émotions, on arrive à résister à ce qui n'est pas très bon pour nous, on arrive donc à résister. Euh, je viens avec une photo, synthèse un peu du cerveau. Et souvent, bah, ils savent me dire, hein, c'est la partie la plus grosse, hein, c'est le lobe frontal. Et je leur demande, ben, en fait, cette partie-là, à quel âge elle est mature? Et quand d'un seul coup, ils comprennent que cette partie est mature autour de 25 ans, il y a un gros soulagement. Et quelquefois, il y a des élèves qui me disent, ah, merci madame, si j'explose ce week-end, je pourrais dire à ma mère, t'inquiète, mon lobe frontal, il n'est pas encore à maturité. Ça veut dire que ça n'excuse pas tous les comportements, mais ça veut dire en fait qu'ils comprennent que les parties dominantes de leur cerveau à leurs âges, enfants ou adolescents, ben, c'est la partie émotionnelle qui prend énormément de place, et puis toute la partie aussi qui est très impulsive. Donc tout ça est en pleine construction. Il y a même des élèves qui me disent, ah mais madame, merci, moi je croyais que j'allais rester comme ça tout le temps. Alors, eh ben, surtout, on va pas rester comme ça tout le temps, surtout si on prend soin de soi. Et là, on voit quelle direction on peut avoir pour prendre soin de soi. Et ensuite, on voit tout simplement que pour éviter d'être déjà dans cette partie un peu impulsive, c'est les besoins fondamentaux, hein, le sommeil, l'alimentation. On sait à quel point c'est essentiel. On parle beaucoup de biologie du corps. Je leur parle même à partir du CP. CP, je dis les petites substances, mais à partir du CE2, on nomme les neurotransmetteurs et les hormones. Ils sont passionnés, ils sont curieux. Et il y a aussi déjà des jeunes et des élèves qui connaissent ça et donc qui sont capables aussi de le partager aux autres. Ils comprennent aussi que, ben, on voit bien pour nous, hein, que quand j'ai quelque chose qui me tracasse, qui me prend le cœur ou la tête, j'arrive pas à réfléchir. Donc, et que aussi, vraiment, je leur partage. Et ce qu'on se devrait, en fait, je pense, tous se partager au quotidien, c'est que nos émotions et nos pensées sont extrêmement liées. Et c'est vrai que quand j'accompagnais des jeunes en petits groupes, c'est pas que j'avais accès à leurs pensées, mais quelquefois ils me disaient un peu tout haut ce qu'ils se disaient dans leur tête, hein. Je suis nulle, je suis qu'un con, de toute façon je vais pas y arriver, de toute façon j'ai eu 2 neurones, j'en ai pas eu. Et quand d'un seul coup, on sait que oui, dans ce fonctionnement du cerveau, j'ai 100 milliards de neurones et on a tous 100 milliards de neurones, c'est pas ma sœur qui a tout pris à la naissance. Et que effectivement, plus je prends soin de moi, et ben plus je vais être efficace. Et que donc, si je reviens sur ces pensées, ces émotions, chaque pensée entraîne une émotion. Et chaque émotion entraîne une chimie dans mon corps. Si cette pensée elle est désagréable, et ben, elle va entraîner une chimie qui va sécréter du stress. Et donc, ben, évidemment que je ne vais pas pouvoir être disponible pour apprendre. Et par contre, ben, oui, on a du pouvoir. Et notamment ben, quand je souris. Voilà, je ne suis pas un bisounours, mais on se partage ça et on a beaucoup de plaisir de comprendre que, ben oui, quand je souris, ça crée une émotion qui va entraîner une pensée plus agréable. Et donc, on voit un peu tous ces pouvoirs-là dans nos comportements du quotidien. Quand je m'émerveille, quand je vais dans la nature, c'est un super booster de l'apprentissage, puisque ça va jouer sur mes émotions, sur mes neurotransmetteurs. Voilà, et ça, je leur partage. On parle de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, le fameux petit cocktail, là, quand on met dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, ça fait dose. Je pense que la vie, elle nous joue un joli clin d'œil. Et je peux vous assurer que les enfants, après, quelquefois, ils vont voir le surveillant en disant, allez, monsieur, on se fait une petite dose. Et en plus, le sourire, c'est contagieux.
c'est juste, mais pour moi, c'est un cadeau de la vie de leur partager ça. Et je le partage aussi avec les adultes et les enseignants, puisque vraiment, on a du pouvoir là-dessus. Dès que c'est possible, eh ben, allons-y, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de rentrer en relation avec nos jeunes et de les aider à être disponibles pour apprendre. Et lié à ça, c'est la plasticité du cerveau. On sait aujourd'hui que le cerveau est plastique. Plastique, ça veut dire que toute sa vie, eh ben, il se remodèle. Et donc, toute sa vie, un peu comme un sportif, je peux progresser. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que je peux progresser, mais pas seulement en faisant des mathématiques, du français, mais dans tous les domaines. Que je fasse du sport, alors ça les réjouit ici. On sait bien que le sport aujourd'hui muscle le cerveau et voilà, muscle le cerveau entre guillemets, crée aussi des neurotransmetteurs qui vont m'aider aussi à apprendre dans la créativité, dans tout ce qui est manuel, dans l'art, dans la musique, c'est des facteurs de plasticité cérébrale. Et ça, c'est vraiment extrêmement réjouissant. Et aussi de se dire que si j'ai été diagnostiquée, parce qu'ils sont nombreux à me dire, oui, mais madame, moi j'ai un truc, encore il n'y a pas longtemps, moi j'ai un truc chelou, madame, j'ai des troubles, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai un TDA. Moi, pour moi, c'est pas possible. Alors effectivement, je leur dis, bah oui, pour toi, c'est un peu plus dur, il va falloir un peu plus de persévérance et d'entraînement. Mais la bonne nouvelle, que c'est possible. C'est vraiment, c'est ces bilans sont nécessaires pour avoir un fil conducteur pour les accompagner, mais il faut absolument qu'ils sachent que plus on s'entraîne et plus on peut progresser quand même. Et il y a pas de, c'est plein d'espérance. Voilà, c'est ça. C'est plein d'espérance et réussir à ce qu'ils comprennent que ça ce n'est pas figé. Et vraiment, allons dans cette direction. Ils sont trop, trop, trop nombreux par classe à penser qu'il y a un déterminisme qui a joué contre eux et qu'ils n'ont pas de bol. Ils ont eu que 2 neurones. Bon, alors ça, quelquefois, c'est par humour, mais il y en a vraiment. Il y a encore un élève cette semaine qui m'a dit, non, mais moi, je crois que j'ai 100 neurones. Donc voilà, c'est vraiment 100 milliards. Vous imaginez 100 milliards. Voilà, c'est bon, là, si j'en prends soin, je vais avoir de quoi être efficace et pouvoir progresser. Oui, justement, la plasticité du cerveau, tu consacres un chapitre là-dessus et cette idée peut redonner confiance justement aux enfants Ah, en difficulté complètement. scolaire. Oui. Ouais. Quand je suis allée au Canada, vraiment là-bas, ils nous disaient la meilleure façon de remotiver un jeune, c'est de lui dire que son cerveau est plastique. Ça veut dire que toute la vie, je peux devenir plus performant, mais performant dans tout et toute ma vie, de nouvelles connexions en fonction de mes expériences et toutes les expériences de développement sont enrichissantes. Et, et souvent, mais en fait, on sait aujourd'hui que certains enfants et certains jeunes, et beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes, se bloquent parce qu'en fait, ils passent la porte et souvent, c'est inconsciemment, on se dit de toute façon, c'est mort. Et donc, dans ces cas-là, ils ont une belle image. Ils savent me dire, ah bah oui, de toute façon, si je passe la porte en me disant, ah, ça va être long, mais de toute façon, avec moi, c'est mort, je suis nulle en maths, ou mon cerveau, il se met sur mode, alors ça, ils savent me le dire, il se met sur mode avion. Et bien, si mon cerveau se met sur mode avion ou sur mode off, ben, il peut rien se passer, en fait. Donc, ben, forcément que je ne vais pas progresser, puisqu'en fait, comme je n'y crois pas, j'y vais pas. Et réfléchissez, hein, même nous, en tant qu'adultes, il y a peut-être des choses qu'on aimerait faire, mais soit on a un peu la trouille, ou soit on se dit, bah non, mais c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Mais en fait, quelquefois, on se dit, c'est pas mon truc ou c'est pas pour moi, parce qu'en fait, juste, on n'y croit pas. Donc, comme on n'y croit pas, et si on est dans une période où on n'a pas trop de confiance en nous, ben, on ne préfère pas y aller parce que sinon, ça va venir encore en plus nous dire que, ben oui, 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 c'est vraiment, on n'est pas capable, en fait. Ouais, et justement, à propos de la confiance dans le livre, pour te citer, tu dis la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Tout à fait. Concrètement, quels sont les gestes, les paroles du quotidien qui Oui. peuvent nourrir cette confiance? Qu'est-ce que peuvent faire les parents et puis même les enseignants pour nourrir cette confiance? Effectivement. Et elle se construit toute la vie, hein, parce que même nous, elle fluctue. Je dirais déjà vraiment une chose importante que je ressens avec les enfants et les élèves que je côtoie chaque semaine, c'est de s'entraîner à mettre en lumière ce qui fonctionne bien. Et on va pas se flageller, mais on n'a pas grandi avec ça en fait. Nous, on a grandi, hein, c'est un peu notre éducation
à ce qu'on nous montrait ce qu'on ne savait pas faire, non pas parce que les personnes étaient malveillantes, mais parce qu'on pensait, notamment à l'époque, que si on nous montrait ce qu'on ne savait pas faire, on allait le corriger. Donc effectivement, ça peut arriver, mais pour qu'on puisse le corriger, il faut quand même qu'on ait un terreau de choses qu'on sait faire. Et ça, vraiment, observez vos enfants, ils sont nombreux aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent, ben, mon père, il voit tout ce que mes copains, ils savent faire, mais on dirait que moi, il ne le voit pas. Et ça m'arrive de questionner, et j'ai souvent de belles expériences. Il n'y a aucun de partage avec des parents, surtout, il n'y a aucun jugement, hein. Je suis mère et moi, je m'entraîne aussi, hein, pour aller dans ces directions-là. Quelquefois, des parents me disent, ben, ah bah oui, par exemple, je suis fière de ma fille ou ma fille fait ceci, cela, c'est bien. Bon, je lui dis pas trop, hein. Et là, je lui dis, vous lui dites pas trop que vous êtes fière et pourquoi? Et souvent, les parents ou les adultes me disent, des fois qu'elle arrête ou des fois qu'il arrête. Souvent, en fait, on a peur de mettre l'accent sur quelque chose qui a été réussi des fois qu'on arrête. Mais si on regarde pour nous, on a tous besoin de signes de reconnaissance. Normalement, nous, à notre âge, on devrait moins en avoir besoin. On devrait s'aimer suffisamment pour moins en avoir besoin. Mais nos enfants, jusqu'à l'adolescence, et même pour certains un peu plus loin, ils ont besoin de tous ces signes de reconnaissance extérieure pour que petit à petit, cette motivation interne, elle puisse se développer. Donc, de la même façon pour les enseignants, n'hésitez pas à mettre en avant les choses qui fonctionnent bien. Un petit post-it, bravo pour ton attention. Et vraiment, c'est ça qui va permettre de s'accrocher parce que c'est vraiment ces petits signes d'attention qui vont me donner ben, du courage, et tous ces encouragements qui vont m'aider. Euh, de toutes les choses aussi, de prendre un peu de recul, notamment parfois quand c'est un peu tendu à la maison au niveau du travail scolaire, c'est tous ces moments d'attention avec nos enfants. Souvent, je propose vraiment. Moi, c'est un petit sas de retrouvailles le soir quand on arrive. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent, ben, moi, ma mère, on dirait que c'est un distributeur de notes. Je monte dans la voiture ou j'arrive à la maison et elle me dit, t'as eu des notes aujourd'hui ou va faire tes devoirs. Et en fait, je pense que nos enfants, ils souffrent aujourd'hui, entre guillemets, juste d'un manque, d'un petit temps d'attention, juste un petit moment où je te retrouve, où on est content de se retrouver, et juste on sent un peu l'humeur là. L'année dernière, en conférence, il y a une maman qui m'a partagé son petit rituel avec sa fille qui était en CE1, et elle me dit, on a trouvé ce rituel-là qui marche super bien. Quand on se retrouve, je vais la chercher ou alors qu'on se retrouve à la maison, on se fait 30 secondes à 1 minute, un câlin en silence. Et en fait, je ressens déjà, moi, rien que par ce câlin, son humeur, elle aussi. Et déjà, juste ce moment de retrouvailles, et après, le reste, il coulisse beaucoup plus. Souvent, quand on demande à un ado comment tu sais que je t'aime, il dit quand tu m'écoutes vraiment. Quand vraiment on écoute et que tu me dis pas ce que je dois faire. Et en plus, ça nourrit l'estime de soi. Donc, vraiment cette petite présence, quand vous retrouvez vos enfants le soir, essayez de planquer votre téléphone les quelques minutes où vous allez les retrouver, le couper la sonnerie. Vraiment, de se retrouver, vous allez voir que l'ambiance après, elle va être beaucoup plus fluide. De jouer aussi, souvent quand on demande à un enfant comment tu sais que je t'aime, il dit c'est quand tu joues avec moi. Jouer, bah, ça va en plus stimuler toutes les choses qu'il faut pour apprendre et notamment pour stimuler l'attention. Donc, mais vraiment, les petites choses au quotidien, mettre en avant ce qui fonctionne bien, s'entraîner, et là, on n'a pas grandi avec ça non plus, à faire des formulations à l'affirmative. On en parle de plus en plus, hein. Souvent, ça veut dire que plutôt de dire ce qu'on ne veut pas, de dire, je ne sais pas, par exemple, ne crie pas si fort, parle doucement. Ne cours pas, marche à côté de moi. Et en fait, déjà, ça crée une émotion qui est plus agréable. Et puis, ça permet à la personne à qui je demande quelque chose de visualiser tout de suite ce que j'attends d'elle. Sinon, en fait, ben, on met l'accent sur ce qu'on veut pas, donc il faut le transformer. On est quand même bizarrement foutu, hein, je pense. Ça, c'est pas facile, puisqu'en fait, on n'a pas grandi avec ça. Donc, n'hésitez pas à remettre un petit peu toutes les phrases que vous dites et puis les formuler à l'affirmative. Et toutes les choses du quotidien, c'est-à-dire dès que c'est possible, dès que c'est le week-end, dès que c'est les vacances, de passer un petit moment de cuisine. Voilà, tout ça, ce temps passé simplement avec nos enfants, de s'entraîner à mettre en avant ce qui va bien.
ce qu'ils réussissent. Par contre, attention, ne pas leur dire ce qu'ils ne sont pas ou ne pas leur mettre des bouées pour compenser leur tristesse quand quelque chose n'a pas été réussi, accompagner ça. Parce que là, il nous en voudrait beaucoup et surtout, ça ferait un effet très, très délétère sur leur confiance, puisqu'après, ils n'auraient plus confiance en nous non plus, parce qu'ils se diraient de toute façon, quoi que je fasse ou que je dise, tu me diras toujours que tout est bien et ils ne sauront pas sur quoi se reposer. Hmm. Et justement, d'après ton expérience, quelles sont les erreurs à éviter, les erreurs les plus fréquentes que les adultes ont fait face aux émotions des enfants? Alors, les erreurs les plus fréquentes, c'est souvent lié à nos propres émotions. C'est-à-dire que quand il y a une émotion qui s'exprime, si nous, on a du mal à exprimer nos émotions, je pense qu'une des erreurs, c'est qu'on a beaucoup de mal à accueillir celle de nos enfants. Euh, je pense alors, des erreurs ou une des difficultés, plutôt, je dirais, c'est le regard des autres aussi, parce qu'on veut, on a, je pense, on a l'envie que tout fonctionne bien et que quand, entre guillemets, il y a une émotion un peu désagréable qui arrive ou quand il y a une explosion qui arrive, parfois on le vit comme un défaut soit entre guillemets, d'éducation ou qu'est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait vers cela. Alors, je ne dis pas que il faut laisser déborder les comportements, mais une des difficultés qu'on a peut-être aussi, c'est de pas séparer le comportement de l'individu et de l'être et en fait de vouloir aussi stopper cette émotion parce qu'en fait ce comportement qui est lié à l'émotion nous est difficile. Et je pense aussi que quand nos enfants grandissent et qu'on se retrouve face à une émotion désagréable, comme par exemple une colère, et s'ils grandissent, nous, on a envie de la raisonner parce que nous, on est bien, enfin, pour l'instant, on est bien, on n'est pas encore en colère non plus, mais ça va pas tarder si on essaye de le raisonner. Parce qu'en fait, si on est face à quelqu'un qui est dans une émotion comme la colère, c'est vraiment important d'entendre qu'il est en colère, bien sûr de contrôler pour qu'il n'y ait pas de violence sur lui-même, sur les autres, mais de laisser retomber ça pour pouvoir après en discuter. Et je pense que nous, parfois, et je dis nous parce que je suis mère aussi, je vous ai dit, je m'entraîne encore, on voudrait tout de suite pouvoir en discuter et puis finalement, ça va monter, ça va monter. Et, hum, et je pense que ce qui est vraiment très puissant, par contre, c'est de vraiment réussir à ça. C'est vraiment réussir à d'accueillir, et en fonction de l'âge des enfants aussi, accompagner à ce que les émotions qui sont plus désagréables pour nous, et pour eux surtout aussi, redescendent, et les rassurer d'abord de leur dire que leur cerveau, on en a parlé, est en pleine construction, et que donc les émotions prennent beaucoup de place de pas hésiter à leur dire, j'imagine que quand c'est arrivé, ça devait pas être agréable pour toi. Mais tu peux compter sur moi. Maintenant que le calme est revenu, on va regarder si ça se reproduit ou ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois? Et c'est vraiment de dire, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur mon amour inconditionnel. Par contre, moi, je vais t'aider pour que ce comportement qui est lié à une émotion qui est juste, mais peut-être là, on parle du comportement qui serait débordant par rapport à une émotion, eh ben, on va pouvoir l'apprivoiser aussi. Et si même il n'y a pas de comportement, mais une émotion qui est tellement douloureuse, comment on va pouvoir faire pour l'apprivoiser petit à petit la prochaine fois? Et vraiment aussi de comprendre que c'est aussi lié à leur cerveau qui est en pleine construction. Et ça, je pense aussi que c'est aussi beaucoup ça qui a fait qu'on n'a pas toujours su accompagner, puisqu'on n'avait pas la conscience que ces émotions-là aussi, elles étaient liées à leur immaturité. Et qu'est-ce que la pratique de l'écoute empathique, justement, peut apporter dans la Mm, relation parent-enfant? mm, ouais. Ben, en tout cas, l'écoute empathique, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe,
Donc, par exemple, si on a un enfant jeune, c'est vraiment de se mettre à sa posture. C'est, c'est d'accueillir le fait que ben, une émotion, elle existe parce qu'elle a un message à nous dire et que il y a pas de culpabilité, il n'y a pas t'es pas gentil ou t'es pas sage ou t'es... Elle est là, en fait. Si on repense à nous-mêmes, en fait, quand on explose ou quand on a une émotion qui déborde, ben, on se dit pas je suis pas sage ou je suis pas sympa. En fait, quand ça vient, on voit bien que nous-mêmes, on n'arrive pas à le contrôler. Et pourtant, nous, on est mature, en fait. Et on voit bien qu'après, ça nous rend super mal, hein. Donc, c'est vraiment d'accueillir ça, d'être dans cette écoute-là. Ça va, les bénéfices, ça va permettre que notre enfant ait confiance en nous. Ça va permettre aussi de libérer son estime de lui-même aussi. Parce que si j'accueille ça et si, quoi qu'il arrive, en fait, sentir cet amour inconditionnel, ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour t'accompagner à mettre un cadre, parce que pour le coup, nos enfants, plus on va avoir un cadre qui va les rassurer, sur lequel ils peuvent s'appuyer et qui sentent que nous, on sait pourquoi on met les choses, pourquoi on met un cadre, parce que tout seul, ils n'arrivent pas à résister, parce qu'ils ont besoin de nous pour respecter leurs besoins physiologiques, pour apprendre aussi avec nous, et on peut aussi, grâce à eux, apprendre à vivre ensemble. Mais vraiment de sentir que mon comportement et mon émotion, euh, eh ben, elle ne va pas empiéter puisque tu m'accueilles avec ça et tu m'aimes. En fait, cet amour est inconditionnel et c'est cet amour inconditionnel qui nourrit l'estime de soi et qui va permettre après à nous, adultes, de nous aimer aussi, en fait, de nous aimer. Ben, c'est un sacré travail, je crois que c'est un travail d'une vie, hein, de s'aimer nous-mêmes de façon inconditionnelle sur notre chemin. Et au niveau du stress, parce qu'on sait que le stress des Mm. enfants, bah, il est omniprésent à l'école comme à la maison, parce que justement, parfois, on a tendance à leur mettre la pression. Et du coup, dans ton livre, tu invites à pratiquer la respiration consciente ou la cohérence cardiaque. Comment est-ce qu'on peut introduire ces pratiques de manière simple dans la vie scolaire ou familiale? Bah déjà, c'est vraiment de se dire que notre respiration, c'est notre sas intérieur. J'aime beaucoup dire aux élèves, quand je suis en troisième lycée, on travaille beaucoup sur le stress, je leur demande s'ils ont déjà observé ce qui les apaise. Ce qui les apaise beaucoup, hein, ces âges-là, et ce qui revient le plus souvent, c'est les animaux domestiques, la musique et bouger. Et après, on regarde qu'est-ce qui va nous aider à gérer le stress. Et souvent, il y a beaucoup d'humour parce que je leur dis, bah, si vous êtes en plein brevet blanc ou bac, vous n'allez pas dire, monsieur, excusez-moi, il y a ma mère qui m'attend avec mon chien, je vais aller caresser mon chien, ça va faire baisser mon stress. Mais oui, on a comme un outil magique sur nous, c'est la respiration, puisque c'est vraiment mon sas interne qui est lié à mes émotions et qui va jouer aussi sur mes hormones, notamment les hormones du stress. Donc en fait, dès que je suis stressée, en plus mon cœur va s'accélérer, toute, euh, toute mes, toute ma physiologie pour faire face à une menace. Et si je respire, ben, je vais remettre mon cœur, c'est pour ça qu'on appelle la cohérence cardiaque, je vais remettre plus facilement mon cœur en cohérence. Par contre, si je pratique, l'important c'est de pratiquer aussi simplement cette petite respiration pour que le jour où je suis stressée, c'est mon corps qui va aller rechercher de lui-même cette respiration. Parce que si j'ai un bon coup de stress, si j'ai pas pratiqué la respiration, je vais pas me dire, ah oui, je suis stressée, il faut que je respire, peut-être petit à petit, hein, avec l'expérience. Et ça, ben, cette respiration, vraiment de la pratiquer simplement avec nos enfants jeunes, soit avant de partir à l'école, soit le soir avant de se coucher, soit de la pratiquer vous. Vous rentrez le soir où vous êtes un peu tendu, vous avez une journée difficile, vous êtes un peu sous pression, bah, de dire à nos enfants, écoute là, je me prends 5 minutes, je vais aller respirer un peu parce que je sens qu'il faut que je fasse baisser un peu la pression. Voilà, c'est de transmettre par rapport aussi à ce qu'on pratique.
de leur montrer et de leur partager aussi ce que vivent les grands sportifs. Souvent, ça leur parle bien. Tous les grands sportifs, ils ont un préparateur physique, un préparateur mental, hein, donc qui travaille sur la visualisation, mais aussi qui va beaucoup travailler sur la respiration. Et vraiment, cette respiration, on ne peut pas partir sans. On l'a toujours avec nous. Et c'est vraiment elle a un pouvoir exceptionnel à la fois sur notre stress, mais sur notre santé en général. Donc, le vivre dès le plus jeune âge, ça veut dire que, eh ben, après, ils l'auront comme une ressource. Et même de façon inconsciente, en fait, leur corps ira chercher cette respiration. Et on a une question justement à ce sujet. Quoi faire lorsqu'il s'agit d'un stress d'anticipation longtemps avant un examen ou un événement? Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus? Oui, alors ben, dans le livre, je vous parle du SPIN, le SPIN ton stress, de Sonia Lupien, qui est une grande spécialiste du stress au Canada et qui a écrit pour l'amour du stress. Déjà, c'est de se dire que le stress, ben, il faut aussi l'aimer, aimer le bon stress, parce que c'est grâce à ce stress déjà qu'on peut survivre, et c'est grâce à ce stress aussi qu'on peut sortir un petit peu sur des choses nouvelles, un peu ce qu'on appelle notre zone de confort aujourd'hui. Sauf que parfois on se met en situation de stress absolu, comme s'il y avait le feu, comme si on était en train de jouer sa survie. Donc le SPIN, c'est de vraiment comprendre, c'est les quatre composants, c'est un acronyme pour comprendre les quatre composants du stress. Le S, c'est le sentiment de perte de contrôle. Le P, c'est ma personnalité menacée. Le I, SPIN, c'est imprévu. Et le N, c'est nouveauté. Donc, quand c'est un stress d'anticipation, ou même pas, enfin, peu importe, c'est déjà de regarder qu'est-ce qui me stresse et quel est le composant. Est-ce que c'est nouveau? Ben là, ça va pas. Peut-être c'est nouveau. Est-ce que c'est imprévu? Non, puisque c'est un stress d'anticipation. Est-ce que je me sens ma personnalité menacée? Ah, je vais peut-être parler devant tout le monde. Je vais peut-être avoir des adultes qui vont m'écouter. Euh, Est-ce que c'est la perte de contrôle? Déjà, rien que d'isoler quel est le composant qui me stresse, ça fait baisser le stress. Et en fonction du composant que je viens de trouver, par exemple, ma personnalité menacée, il va falloir que je calme le mental. Parce qu'on sait aujourd'hui que à peu près 90% de nos peurs et de nos stress sont fabriqués par notre petite tête. Donc, il faut calmer le mental. Donc, si, imaginons que ce stress d'anticipation, c'est de prendre la parole. Je vous donne cet exemple parce que quand je demande aux élèves de troisième et de lycée qu'est-ce qui vous stresse le plus, en général, c'est ce qui revient souvent. C'est la peur de décevoir. Ben, c'est les notes, les résultats, et beaucoup prendre la parole devant tout le monde et le regard des autres. Donc, si je prends ça, je me dis, je vais calmer le mental. Déjà, je calme le mental. Je ne suis pas le seul à devoir y passer. Euh, Est-ce que c'est nouveau? Ou si c'est pas nouveau, ben, c'est normal que je sois stressée puisque c'est une nouvelle expérience. Donc, une fois que j'aurai passé ça, déjà, je vais me sentir plus confortable. Mon cerveau est en pleine construction. Je ne suis pas en train de jouer ma vie. Ensuite, c'est de travailler sur la physiologie, donc de respirer régulièrement, de se visualiser et de se visualiser à la fin avec le sourire et en réussite. En fait, je vous alerte hein, vraiment, ils sont nombreux, nos ados et nos lycéens, à s'imaginer qu'ils vont pas réussir. Moi, souvent, ils me disent, je préfère me dire que je vais pas réussir. Comme ça, bah, si je réussis pas, bah, je suis pas déçue, en fait. Par contre, si je réussis, bah, voilà, je serai content. Mais je préfère me préparer comme ça, ce sera pas trop dur à digérer, entre guillemets. Et sauf que si je me visualise comme ça, ou je me dis ça, eh ben, je ne m'engage pas et c'est pas simplement, c'est vraiment dans ma chimie du corps, c'est-à-dire dans mon engagement, dans tout ce qu'on a vu. Et à la fois, c'est pas que psychologique, c'est physiologique. C'est comment mon corps va pouvoir s'engager et tout donner vers cette situation. Donc, vraiment, travailler le spin, travailler cette visualisation, faire des choses, surtout pratiquer les choses qu'on aime à ce moment-là.
calmer le mental, soit si on aime se promener, si on aime regarder une petite vidéo plutôt qui fait rire, plutôt qui fait peur, manger un bon repas, c'est vraiment faire quelque chose qui fait du bien, parce que faire quelque chose qui me correspond aussi, hein, dans mes passions, eh ben ça va forcément faire baisser aussi le stress. Et nous accompagner, si c'est pour nos enfants, vraiment leur dire, allez, quoi qu'il arrive, tu vas tout donner. J'ai repris dernièrement cette petite situation qui m'est arrivée en classe par rapport au stress, où souvent les élèves d'ailleurs me disent, un coach, un entraîneur nous dit souvent, un match, il est d'abord gagné dans sa tête. Et il y a une élève, mais c'était magnifique. Elle nous dit, ah mais madame, moi, mon coach de basket, il nous dit, vous savez jouer au basket, vous savez jouer au basket, vous savez jouer au basket. Donc, vous savez jouer au basket. Donc, maintenant, on respire et tout va bien se passer, vous allez donner le meilleur. Et donc, moi, je leur ai dit, bah, vous avez 100 milliards de neurones, vous avez 100 milliards de neurones, vous avez 100 milliards de neurones, vous avez une mémoire, vous allez respirer, vous êtes capable d'aller rechercher des informations. Par contre, bah oui, si je suis trop stressée, j'y arriverai pas à aller récupérer les informations. Voilà. Donc voilà un peu toutes ces directions, mais c'est vraiment pour calmer, c'est à la fois par le corps, par la biologie, enfin par prendre soin de soi dans le sommeil, la respiration, et à la fois aussi beaucoup par le mental, puisque c'est lui qui nous joue des tours. Et bah, pour résumer juste sur cette question du stress, est-ce que s'il y a un exercice simple à partager, qu'est-ce que tu Oui. recommanderais? Alors, eh ben, vraiment, respirer pendant 3 ou 5 minutes, 2 à 3 fois par jour. Je vous fais une petite prescription. Donc, vous pouvez au début prendre une petite application. Après, c'est bien de sortir de l'écran, en fait. Mm. Et il y a des applis où vous pouvez faire varier l'inspire et l'expire. La cohérence cardiaque, c'est vraiment j'inspire pendant 5 minutes, 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. Alors, si on est face, de bien dire à nos enfants, mais même pour nous, si on est face à un stress important, vraiment, ce qui est important, c'est de tenir encore plus longtemps l'expire. J'inspire le calme, j'expire la tempête. Et pour les plus jeunes, ben, on aime bien, hein, se raccrocher au corps ou à quelque chose de visuel. Donc, avec la main, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et imaginez vraiment que j'ai un ballon dans le ventre quand j'inspire. Et quand j'expire, le nombril qui voudrait sortir de l'autre côté. Et le pratiquer. Et nous, se le pratiquer aussi pour nous, ça nous fera du bien. Et nos enfants, ben, par absorption, parce qu'ils absorbent bien plus parce qu'on est que parce qu'on leur raconte, et ben, ils pratiqueront aussi. Et petit à petit, c'est surtout leur corps qui ira le chercher simplement. Merci beaucoup, Catherine, pour ces conseils. Euh, Autre sujet qui est lié, mais l'attention, c'est un pilier de la réussite scolaire. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire, que peuvent faire les enseignants, les parents, pour stimuler l'attention, mais sans mettre la pression? Ouais. Bah, de toute façon, l'attention, c'est le secret de tout dans la vie, hein. Pas que pour l'apprentissage, c'est pour l'apprentissage, pour le bien-être, hein. Si je ne sais pas observer qu'il y a un beau soleil, qu'il y a des belles choses autour de moi, ben, mon bonheur me fuit. Enfin, si je ne fais pas attention quand je traverse la route, je vais me faire écrabouiller. Donc, c'est vraiment le secret de tout dans la vie. Euh, pour les enseignants, il y a vraiment quelque chose que je conseille, que je recommande vivement depuis de nombreuses années. Et vraiment, faites-moi confiance, ça marche. Enfin, c'est parfois même spectaculaire. C'est de proposer, et quel que soit l'âge de vos élèves, 1 minute, même 2 minutes, selon les circonstances, d'intériorité avant chaque début de cours, que ce soit le matin en arrivant, que ce soit peu importe. En fait, nos élèves, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, nous, on arrive aussi quelquefois un peu comme avec aussi une certaine tension avec un cours juste avant. Mais si on prend nos élèves, s'ils arrivent le matin de la maison, on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont eu le temps de petit déjeuner? Est-ce qu'ils ont été un peu bousculés parce qu'ils étaient pressés? Il y a eu un petit peu de dispute avec les frères et sœurs, bref, on ne sait pas quels sont leurs états émotionnels, s'ils sont reposés. S'il y a eu un cours juste avant, si on est au collège ou au lycée, est-ce qu'il y a eu un contrôle? Est-ce qu'il y a eu une remarque du professeur?
Donc, et puis ils étaient dans une matière, ils vont passer à une autre, ou ils sont dans la cour de récré, et il y a eu un peu, on ne sait pas, on ne sait jamais rien. Donc, c'est d'offrir, et en fait, pour tenir son attention, il faut aussi être capable d'avoir ces petits moments de pause aussi. Donc, moi, je recommande aux enseignants, dites-leur, allez, on se retrouve, euh, pendant 30 secondes, 1 minute, je vous invite. Moi, je garde les yeux ouverts, surtout dites, je garde les yeux ouverts, parce que comme ça, vous êtes le garant de ce qui peut se passer. N'hésitez pas, fermez les yeux. Soit vous mettez un petit morceau de musique, soit pas de morceau de musique. Dites simplement, allez, respirez, on va passer à autre chose. Et nous, on va passer 50 ou 55 minutes ensemble. On va essayer que ça soit que ça se passe le mieux possible. On va peut-être pas vivre que de la joie, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et là, je voudrais juste, allez, que vous respiriez un peu pour qu'on bascule vers autre chose. Ou de lire. Là, je rencontre énormément d'enseignants de français maintenant qui lisent un petit livre de bibliothèque selon l'âge. Et à chaque début de séance, eh ben, quelques minutes, et même quelquefois, ça dure 5 minutes. Et je vous assure que derrière, vous, 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 vous n'êtes pas en retard dans le programme. En fait, c'est vraiment cette inquiétude-là, c'est il y a le programme, même aussi à la maison quand on rentre le soir. Et en fait, plus on accélère et plus on se perd. Ça, c'est regardez-le même dans notre même avec les adultes, c'est vraiment de prendre ce temps de se poser. Et là, ça leur montre aussi qu'on leur veut du bien. Donc, vraiment, cette petite pause intériorité, quel que soit l'âge, elle est vraiment fabuleuse. Et puis, ben, pour nous parents, on a parlé tout à l'heure de ces petits moments d'attention pure et simple, où je suis là avec toi, je t'écoute vraiment. Ben, ça muscle l'attention, ça va permettre justement aussi de se poser. Il y a quelque chose, on sait aujourd'hui qu'il y a un super booster de l'attention, ben, c'est de jouer. Alors, dès que c'est possible, et, le week-end, pendant les vacances, de jouer, de cuisiner, ça muscle l'attention parce que ben, ça enchaîne, voilà, ça enchaîne toutes les fonctions utiles, à la fois pour apprendre et pour tenir son attention. En plus, ça crée de l'émotion agréable. Quand, par exemple, je vais cuisiner, ça va aussi créer quelque chose à offrir, donc ça va nourrir mon estime de moi. Donc, c'est vraiment de prendre un peu de hauteur. Et puis, si on reprend juste les devoirs, j'ai énormément de messages de parents qui me disent, mais c'était tellement évident ce que vous m'avez dit. Et depuis que je le pratique, ça révolutionne l'ambiance aussi des devoirs, notamment en primaire quand on passe du temps avec nos enfants. Les parents qui oubliaient, hein, enfin voilà, par exemple, de couper le téléphone quand je suis en train de travailler avec mon enfant. Déjà, si je le coupe, ça va lui montrer qu'après, plus tard, quand il aura un téléphone, il faut faire une chose à la fois. Et de se dire, OK, ben, c'est le bon moment, j'ai pas d'appel urgent, je coupe même que 10 minutes. Et ça change tout, en fait, déjà dans l'humeur, et là, on muscle aussi l'attention. Quand nous aussi, quand on passe du temps avec nos enfants et on n'est pas entrecoupé tout le temps, alors on n'est pas des super-héros non plus. Mais si à ce moment-là, on sait qu'on va pas être disponible, et c'est pas le moment à ce moment-là ou de passer du temps pour travailler avec eux. Enfin, c'est vraiment d'essayer de muscler ces moments-là d'attention avec eux. Ils sont extrêmement bénéfiques. Et surtout, vraiment ces moments d'attention où on les écoute vraiment et on est vraiment disponible pour eux. Et de faire, en fait, on se disait tout à l'heure aussi par rapport à ce que nous, on vit, parce qu'en fait, ils absorbent bien plus qu'on se disait de ce qu'on vit que de ce qu'on leur raconte. Entraînez-vous à faire une chose à la fois. On est monotache, même nous, les femmes, on est monotache. On peut faire plusieurs choses en même temps quand c'est des tâches automatisées. Mais même au bout ça peut être très excitant de faire plusieurs choses en même temps pendant un laps très court. Mais si nous-mêmes, on s'entraîne à faire ça, on va forcément entraîner nos enfants aussi dans cette direction. Et plus nous, on va faire une chose à la fois, on va s'entraîner à ralentir un petit peu, surtout si quand on sent que ça monte, on va les embarquer avec nous parce qu'on voit bien que souvent quand ils partent un petit peu dans tous les sens, c'est que c'est très contagieux. Nous aussi, on est un peu sous pression. Alors, avec toute bienveillance, hein,
je vous donne ces directions, c'est aussi bien sûr en fonction de notre quotidien, des situations, mais de ne pas hésiter dès que c'est possible, voilà, de, de ralentir et de leur partager dans cette direction-là, une chose à la fois. Mm. On a une réaction qui dit que justement, parfois, par contre, les adolescents ne sont pas preneurs du temps ou des activités qu'on leur propose et n'ont envie de rien. Mm. Euh, tu auras une réaction, une petite réponse Mm. à Euh, cette phrase. C'est euh, juste. Bah, ouais, c'est sûr que quand ils sont adolescents, souvent je dis il faut qu'on soit séduisant. Séduisant, c'est pas de, c'est pas de la manipulation non plus. Euh, en- c'est de pas lâcher. Enfin, en tout cas, c'est de proposer, c'est de continuer à proposer, parce qu'en fait, quelquefois ils savent pas eux-mêmes, hein. Enfin, ils ont envie, pas envie. Enfin, c'est pas considérer non plus que ben, comme ils n'ont pas envie, ben, en fait, une fois qu'ils sont dans leur chambre, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est ben, ne pas lâcher et, 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 d'aller dans d'être peut-être original, original sans être extravagant non plus, mais de trouver des petits espaces ou pour aller se boire un café ou pour se retrouver à un moment inattendu ou pour leur raconter, leur parler de nous, de notre journée ou vraiment de s'ouvrir nous aussi en fait. Parce que euh, souvent les parents où on se dit ben, mon enfant ne me parle pas, mais ben, parlons-leur aussi un petit peu sans rentrer dans notre intimité, c'est pas ça du tout. Mais de si on est content de nous, qu'est-ce qu'on a fait, enfin, ou même de leur parler, ou de revenir de leur parler de, de- d'anecdotes ou tout ça. C'est vraiment, ça, oui, c'est vrai que ça demande une certaine énergie, mais de pas s'enfermer dans le fait, bah, c'est un adolescent, de toute façon, il va préférer rester dans sa chambre. Et d'avoir ce moteur positif, en fait, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ce job-là, il vient de nous et il demande de l'énergie par moment. Mais ne pas hésiter à aller les chercher parce que souvent eux-mêmes savent pas forcément ce qu'ils ont envie ou de prendre avec un copain, une copine, aller partager des choses et de pas lâcher, vraiment de pas lâcher parce qu'il y a des moments et puis on va revivre un moment et on va pouvoir surfer sur ce moment qui a été positif. Je reviens un petit peu en arrière sur tout à l'heure quand on parlait de la cohérence cardiaque, ce qui est une question voilà, pratico-pratique, mais est-ce que tu conseilles de respirer plutôt par le nez ou nez à l'inspiration et bouche pour l'expiration? Alors, je pense que ce qui est ce conseillé vraiment, c'est d'inspirer par le nez, mais il y a aussi des jeunes et c'est là aussi où il faut veiller des personnes qui n'arrivent pas à respirer par le nez. Et là, pour le coup, c'est une difficulté sur le sommeil, même sur l'attention, puisque la respiration, on a vu, c'est notre sas. Donc, plutôt inspirer par le nez. Et je dirais plutôt expirer par la bouche. Alors, je ne suis pas non plus euh, une spécialiste. N'hésitez pas à regarder aussi les différents styles de respiration. Moi, je sais que je pratique assez régulièrement, presque au quotidien, la respiration alternée, qui me fait beaucoup de bien. Déjà, qui me dégage le nez aussi en général. Bon, je vais vous confier que j'ai une narine de travers, donc voilà. Mais c'est impressionnant quand je pratique la respiration alternée, comme ça m'aide après à me reconcentrer, à me retonifier. Il y a les respirations aussi, il y a la respiration aussi pour se redynamiser qui est très courte. Donc dans ces cas-là, c'est aussi par la bouche. Donc n'hésitez pas à aller voir les différents styles de respiration, la respiration pour calmer, pour dynamiser. Et moi, j'aime beaucoup la respiration alternée. Vous pourrez la découvrir facilement. On ferme une narine, on souffle, on referme de l'autre côté, on inspire. Mais bon, je ne vais pas vous la faire là, mais vous la retrouverez. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez retrouver facilement sur la toile.
Et tout à l'heure, justement, tu parlais un petit peu de montrer l'exemple, notamment avec l'exemple du téléphone portable, de mettre sur pause et que ça apprend aussi aux enfants à couper. Il y avait une autre phrase que j'avais retenue du livre, c'est que tu dis les enfants apprennent mieux par ce que nous sommes que par nos recommandations. Euh, Mhm. Est-ce que comment, en tant qu'adulte, on peut justement incarner ce qu'on souhaite transmettre? Eh ben, en fait, tu l'as dit toi-même, hein, c'est de l'incarner, en fait. C'est vraiment ça. Mais là pour moi, c'est profondément une certitude, vraiment. Enfin, je n'ai pas que des certitudes, hein, et puis je suis, enfin, en toute humilité, c'est vraiment d'observer tous les jeunes et de nous observer nous-mêmes. On reçoit bien plus de ce que les gens sont que de ce qu'ils nous disent. De toute façon, ce qu'on nous dit, ça nous glisse un peu dessus en fait, hein, mais c'est aussi biologiquement, je pense, hein, c'est aussi lié à nos neurones miroirs, c'est aussi quand on dit cette personne rayonne, cette personne elle incarne, on est dirigé vers ça. Donc, bah, si on parle par exemple de la confiance, déjà si on l'incarne, ça veut dire qu'on va se faire un bien fou pour nous. Donc, déjà, première bonne nouvelle, prenez soin de vous. C'est la meilleure façon d'aider vos enfants à prendre soin d'eux. C'est si on parle de la confiance, déjà de faire attention, et moi je le travaille parce que souvent je disais ou je suis bête, ou je... Voilà, faire attention à tous ces petits mots qu'on se dit sur nous-mêmes, par exemple. Bah, s'entraîner aussi nous-mêmes, à voir dès que c'est possible les choses qui vont bien, à s'émerveiller, à, à pratiquer ben, la respiration, tout ça, le pratiquer sans forcément dire, t'as vu, mais vraiment le pratiquer. Pratiquer une chose à la fois, comme je vous le disais. Après, bien sûr, par exemple, si on prend les écrans, qui sont un sujet quand même assez central aujourd'hui, c'est un outil magique, hein, c'est un outil absolument fabuleux qui nous permet de faire plein de choses, qui nous permet notamment d'apprendre plein de nouvelles, de nouveaux domaines. Donc, on va pas le diaboliser, mais par contre, c'est un outil aussi qui, s'il prend trop de place, eh ben, prend toute la place et est extrêmement addictif, notamment chez nos adolescents. Donc, bien sûr, la règle n'est pas la même pour nous, mais si, par exemple, ben, on se dit, et il faut se dire que le téléphone à côté de nous pour s'endormir ou comme réveil, ben, c'est pas la panacée parce qu'on voit bien qu'on soit, même nous les adultes, bien toutes les choses qu'on faisait avant de s'endormir et qui nous font du bien, de lire, d'écouter de la musique, ou ben, petit à petit, il y a plus séduisant que de tout ce qu'on voit sur le téléphone et sur les écrans. Et on laisse un peu filer tout ce qui nous passionne. Et ben si nous-mêmes, avec des règles différentes et des horaires différents, on décide que notre téléphone, il est à l'extérieur de la chambre, et ben en fait, on incarne ce qu'on souhaite pour nos enfants. Et c'est souvent, de toute façon, ils sont très perspicaces, hein. Ils disent, ils sont gentils, les parents, ils disent pas de téléphone, ou pas ceci ou pas cela. Même si la règle est différente, en fait, oui, on n'est pas toujours les meilleurs pour leur donner l'exemple avec notre, bien sûr, la règle qui est pour nous différente. Mais allons vraiment, prenons soin de ça aussi. Si nous, notre sommeil aussi est important, si je vous encourage vraiment aussi à être vigilant sur tous les moments à la fois de retrouvailles, les moments de partage, de repas et tout ça. Évidemment, on le sait, évidemment, on sait que c'est important. Et on se laisse vite avoir. Parce que si le téléphone sonne, on se dit, mais non, mais c'est important. C'est vraiment le nombre d'élèves qui me disent aujourd'hui, mais on a mis une boîte à la maison parce que ma mère n'en pouvait plus que mon père ou mon frère soient toujours sur leur téléphone, ou inversement. Donc c'est vraiment euh, de pratiquer, que ça soit sur la confiance en nous, sur prendre soin de nos besoins physiologiques, sur la respiration, sur la gestion du stress, le pratiquer pour nous, et en fait, même sans le nommer, eh ben, nos enfants vont déjà, ils vont en profiter puisque nous, on va le pratiquer pour nous. Et encore une fois, hein, on fait de son mieux, mais quand on sait que cette direction-là, mais en plus, elle marche. En fait, des fois, on répète les choses et on sait qu'ils ne marchent pas, mais c'est juste, on ne prend pas assez de recul, on est un peu, parfois ou trop souvent sur pilote automatique. Donc, c'est
ce qu'on recommande pour nos enfants, de se dire, bah, tiens, est-ce que moi j'en suis où là de tout ça? Avec peut-être un petit aménagement. Et vraiment, c'est fabuleux. Enfin, c'est fabuleux de ce qui se transmet à ce moment-là. Merci beaucoup, Catherine. Il est 19 heures, mais en une minute, j'ai une dernière petite question Oui, qui intéressera sûrement ceux qui sont encore présents concernant justement les devoirs, l'équilibre entre accompagnement et autonomie dans les devoirs. Comment, en tant que parent, on peut guider son enfant dans ses devoirs sans faire à sa place? Est-ce que tu aurais un ultime oui. conseil à donner avant qu'on conclue? Oui, bah c'est de donner des rendez-vous. Parce que si on passe beaucoup de temps dans les devoirs, on a tendance à dire, allez, on va faire les devoirs, on prend le sac et on s'installe. Souvent, on sort l'agenda et on dit, on va commencer par les maths. Et notre enfant, il est là physiquement, mais mentalement, il n'est pas là. Puis en plus, nous, on n'est pas à sa disposition non plus quand il dit pas maintenant, après, après. C'est vraiment d'essayer de mettre en place un petit contrat. Et si on ne peut pas mettre en place un petit contrat parce que notre organisation, elle n'est pas faite comme ça, ben c'est le soir de se dire, OK, on se retrouve à telle heure. Et dans 5 minutes avant, on dit, il est telle heure, je t'attends à tel endroit avec tes affaires. Même si après, on ouvre l'agenda et on se dit par quoi tu veux que je commence, essayez vraiment que votre enfant se projette, de ne pas rester tout le temps assis à côté, parce que vous verrez dans le livre que pour être attentif et actif et apprendre, eh ben, il faut que ça soit notre enfant qui repense, et pour repenser, il peut marcher, il peut surtout parler, et se parler à voix haute, et comme s'il réexpliquait à quelqu'un. Et si on reste tout le temps assis à côté de notre enfant, il va pas pouvoir s'exprimer, il va être à l'intérieur de lui, et quelquefois à l'intérieur de lui, ça va être ça me saoule, elle m'énerve, j'en ai marre, c'est trop long, pourquoi il y a autant de devoirs? Donc c'est petit à petit, n'hésitez pas à installer, moi je suis fan, ça marche énormément bien. Soit une grande ardoise ou une feuille Velleda sur un mur, votre enfant il est debout, il peut écrire, on sait que réexpliquer à quelqu'un, faire un petit dessin, parler, j'active mes sens, ma parole, et j'active mon corps, je suis complètement présent à ce que je fais. Et la seule façon de garder quelque chose dans sa tête, c'est de le repenser soi-même. Et si quand on prend trop de place, on parle trop, et nos enfants, 2 jours après, ils ont oublié. Donc, ce petit outil nous permet aussi d'écrire, de faire un petit dessin et de dire à notre enfant, bah, après, quand tu penses que c'est bon, t'effaces, et tu viens me le réexpliquer, ou tu réexpliques si c'est des enfants jeunes à ton doudou. Et si on le fait plus tôt, on le fait plus ils vont le pratiquer eux-mêmes, parce que ça marche super bien. Et puis, ben, on parlait des injonctions tout à l'heure, c'est que quand on retrouve nos enfants, c'est vraiment de respirer, de se retrouver, et de se retenir, de dire, va faire tes devoirs, parce que ça tue aussi leur motivation. Et c'est vraiment de construire l'organisation avec des rituels, bien sûr, du cadre et des rituels, pour que petit à petit, il y ait une routine qui s'installe. Et parce que les injonctions, elles tuent l'envie, et de toute façon, elles sont pas du tout efficaces. Merci beaucoup, Catherine. Ben, je vous C'était remercie tous pour votre super. présence. Merci ouais, pour tous ces conseils. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. J'espère que nos échanges vous seront utiles pour accompagner vos enfants, vos élèves. Donc, pour rappel, le livre de Catherine et Jérémy, donc, qui s'intitule Enfants confiants, parents sereins. Voilà, je vous le remontre ici et je vous poste dans le chat le lien vers notre site pour voilà, découvrir. Il y a un extrait qui est disponible et le sommaire sur notre site. Et donc, ce livre est disponible dans toutes les librairies et sur notre site, comme je viens de le dire. Pour suivre nos actualités, les actualités de notre maison d'édition, et vous tenir au courant des nouvelles parutions et des prochains webinaires, parce qu'on en organise très régulièrement, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Donc, c'est via notre site toujours, esf-scienceshumaines.fr. En bas de la page d'accueil, vous avez un formulaire d'inscription. Ou alors, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi YouTube, où vous retrouverez le replay de ce webinaire dans une semaine. Donc, il sera disponible sur notre chaîne ESF Sciences Humaines. Donc, comme ça, vous pourrez le revoir et le partager aux personnes qui n'auraient éventuellement pas pu être avec nous ce soir.
Et enfin, je tiens à vous dire, à vous annoncer que, en avant-première d'ailleurs, que notre prochain webinaire aura lieu en novembre. Et donc, ce sera le 4 novembre avec Jean-Pierre Belon, spécialiste du harcèlement scolaire. Et donc, on abordera cette thématique aussi très importante. Je vous mets tout de suite dans le chat le lien d'inscription. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et ben, je vous souhaite à tous une Et très bonne soirée. belle soirée à tous et puis prenez soin de vous et belle soirée et puis merci de votre présence et ravie d'avoir pu partager avec vous aussi ce soir. Merci Catherine. Au revoir à tous. Au revoir.